Ok, on va démarrer, ça va pas mettre du retard aux personnes qui sont là à l'heure. Donc, bonjour à tous, je suis Florian Mathès, responsable produit ServiceNav. Il y a quelques nouvelles personnes dans la liste par rapport aux précédents participants des webinaires, donc je refais le petit topo que certains connaissent déjà. Donc pourquoi ces webinaires? L'objectif, c'est de vous partager avec vous les nouveautés des dernières versions de ServiceNav, vous les présenter avec quelques cas d'usage aussi. Vous expliquer pourquoi on a souhaité apporter cette valeur-là dans le produit, et également prendre un temps à la fin pour répondre à chaud à vos différentes questions, prendre vos impressions, ce qui permet aussi de toujours mieux faire évoluer le produit. Voilà, donc format une quinzaine, entre 15 et 20 minutes de présentation de mon côté, et ensuite j'ouvre les micros pour qu'on ait un temps d'échange, micro et chat, bien sûr, en fonction de vos moyens techniques de votre côté et de votre envie, pour qu'on ait un temps d'échange. Okay. On va démarrer par les évolutions du DataVis. Comme à presque chaque version, on a souhaité apporter un certain nombre d'évolutions sur la version 4.8 de ServiceNav. Au niveau du DataVis, la première, c'est la synchronisation des timelines sur les widgets graphes, ainsi que l'apparition des légendes. Donc concrètement, pourquoi et qu'est-ce que c'est? La synchronisation des timelines, on le voit ici sur l'exemple vidéo. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir pour les différents widgets graphes qu'on va représenter la possibilité de synchroniser l'affichage des valeurs sur l'ensemble des widgets d'un même dashboard. Le cas d'usage derrière c'est quoi? Au-delà du fait que ça peut être c'est intéressant visuellement, le cas d'usage c'est de comparer deux valeurs ou plus de métriques différentes sur des horizons de temps potentiellement différents. On peut avoir un widget à 1 jour, l'autre à 3 jours et l'autre à 1 heure. Et de comparer ces valeurs pour éventuellement faire de la corrélation, du rapprochement d'informations entre deux pics, par exemple, en disant à telle heure j'ai eu un pic sur le CPU et en même temps j'ai eu un pic sur la RAM, ou j'ai eu un pic sur une autre machine qui s'occupe d'envoyer de l'information à ma première machine. Donc ça permet de faire de la corrélation, ça permet d'accélérer le traitement de certains cas de support sans quitter en fait le DataVis. C'est quelque chose qu'on souhaitait implémenter depuis un certain temps. Ça introduit aussi, c'est une première étape vers une évolution dont j'aurai le plaisir de vous parler lors de la sortie de la version 4.10, qui est actuellement en test, qui sera la prochaine version, et qui sera le widget multimétrique au niveau du graphe, qui permettra d'afficher plusieurs métriques. Donc ça, j'aurai le plaisir de vous en reparler très vite. Et cette évolution-là est la première étape, le fait de synchroniser des métriques entre elles, et ensuite on affiche plusieurs métriques sur un même graphe. Autre nouveauté également sur le widget graphique, la possibilité d'afficher des légendes, donc particulièrement pertinent dans le cas où on affiche des seuils. Ça sera bien entendu aussi une première étape pour la partie multimétrique dont j'ai parlé juste avant, puisque ça sera d'autant plus pertinent quand dans nos légendes on aura plusieurs métriques, ça permettra d'en visualiser qu'une ou une autre. C'est déjà intéressant dans un contexte monométrique comme sur la 4.9, 4.8, 4.9. L'intérêt ici, c'est dans certains cas d'éviter d'aplatir les données parce qu'on a des seuils trop élevés. Un exemple, on va avoir un seuil qui va être placé à 100 ou 200 et on va avoir des valeurs qui vont osciller entre 1 et 4. Dans l'absolu, c'est que les seuils ne sont pas bien configurés, ça c'est une évidence. Il peut arriver toutefois certains cas où les seuils sont tout de même bien configurés et pendant un temps donné, on a des valeurs très petites parce que on sait pourquoi, on est en train de faire une maintenance sur l'équipement par exemple, il y a des flux de données qui sont beaucoup plus bas que d'habitude. Et pour autant, on aimerait bien avoir un graphe qui soit parlant. Et le problème de l'échelle, c'est que si notre axe désordonné va de 0 à 200, une valeur entre 1 et 4, ça va être relativement petit et on ne verra pas bien les variations. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir, au niveau de la légende, ponctuellement masquer les seuils et d'avoir un affichage de la métrique directement, sans ces seuils, et dans le cas où la métrique serait très basse par rapport au seuil, d'éviter le lissage et le tassement de cette courbe. Autre nouveauté, le widget service utilisateur. Donc nouveau widget, cette fois totalement dans le DataVis. La plupart des utilisateurs, voire tous, connaissent, je l'espère, la notion de météo des services, qui est quelque chose d'historique dans le produit, qui permet de faire sur la base de services utilisateurs, de faire du suivi de méta-indicateurs qui sont un regroupement d'équipements, de services unitaires et d'autres services utilisateurs, de manière à pouvoir avoir un statut consolidé et donc peu technique d'une infra ou d'un service potentiellement assez complexe
en termes de dépendance sous-jacente. Donc l'intérêt du widget, c'est de déporter et de représenter ce qu'on avait actuellement dans la météo des services dans un format widget, avec donc l'intérêt des widgets du DataVis, c'est de pouvoir afficher plusieurs listes en parallèle, bien sûr, avoir la possibilité également de partager, et là on va en parler juste après sur la partie mode synthèse, la possibilité de partager ce widget avec votre base d'utilisateurs à travers un dashlink, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, fonctionnement vraiment qu'on souhaitait pousser depuis un certain temps avec le DataVis, c'est quelque chose qui manquait, on avait beaucoup d'attentes sur le sujet. Donc une vue étendue dans laquelle on va représenter les services utilisateurs, leurs statuts, leurs commentaires, avec la possibilité d'ajouter des colonnes, par exemple société ou des informations un peu plus annexes, qui peuvent être intéressantes si on fait de la supervision avec du compte et subordonné. La possibilité en cliquant sur le nom du service utilisateur d'aller directement dans la fiche détail, l'affichage des commentaires, comme on le voit ici également, directement sur le dashboard. Ça marche aussi bien sûr sur la partie dashlink. Donc, je rappelle, la notion derrière les commentaires, on est toujours dans un des axes forts du produit qu'on développe beaucoup cette année et qu'on continuera à développer, puisque pour nous c'est pertinent. On estime que c'est pertinent, c'est la communication vers vos utilisateurs, la communication hors population technique, hors population d'exploitation experte sur l'application. C'est souvent le problème d'une supervision, c'est qu'on a une population qui va être technique, qui va être experte sur le sujet, qui va être un peu en circuit fermé sur l'exploitation et qui va manquer d'outils pour donner de la visibilité et valoriser ses actions auprès d'une DSI, auprès d'utilisateurs finaux. Donc un des intérêts de la météo des services, c'était ça a toujours été. L'intérêt de le mettre dans un dashboard, c'est qu'on renforce encore ce rôle, puisque le dashboard peut être partagé avec le dashlink, je rappelle, qui est présent depuis quelques versions, qui lui permet de partager un dashboard sans authentification avec un lien direct qu'on peut afficher sur une télé, qu'on peut partager avec un client et qui n'implique aucun droit de modification sur la donnée, aucune authentification, aucun droit de modification. Donc la notion de commentaire ici prend encore plus de sens puisqu'on est dans une approche de status page, vraiment, où on va donner un état des services les plus critiques, en cas de dysfonctionnement qui va être constaté par l'icône de pluie ici, icône d'ailleurs qui a évolué, on va en parler juste après. On va pouvoir communiquer sur le dysfonctionnement, ce qui peut réduire le volume de tickets, le volume d'appels entrants, donc améliorer le ressenti auprès des utilisateurs. Donc on va avoir ce mode étendu. En cliquant sur le nom du service utilisateur, on va aller sur sa fiche détail. En cliquant sur son statut, on va ouvrir le graphe de dépendance, que vous connaissez bien. Et on a la possibilité, au-delà du plein écran, d'afficher un mode synthèse. Donc l'intérêt du mode synthèse, là on est vraiment dans la com orientée utilisateur final, donc on est vraiment dans ce que je vous expliquais sur la partie dashlink. L'intérêt ici, c'est de présenter un minimum d'informations, donc quelque chose de très compact, de très lisible, avec un statut, un nom et le commentaire. L'utilisateur final n'a pas forcément besoin de savoir la société de rattachement, n'a pas besoin d'avoir des informations plus techniques qu'on pourrait afficher en mode colonné, en mode étendu. On est en train de mettre en place, ça arrivera dans ce widget assez rapidement, probablement dans la version suivante, l'affichage des taux de disponibilité, également les pastilles de taux de dispo. C'est pareil, cette information-là ne sera pas disponible sur le mode synthèse. Elle n'a pas pour vocation à être affichée sans contrôle en permanence auprès des populations d'utilisateurs finaux. Ce qui est le plus important auprès des utilisateurs finaux, c'est de communiquer un statut en temps réel et un commentaire éventuel si le statut est dégradé ou hors service. La communication de la disponibilité se fait la plupart du temps d'une manière beaucoup plus contrôlée, que ce soit par des rapports, par des actions de SDM, et s'accompagne d'un contexte et d'une argumentation, surtout quand ils sont pas forcément performants. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a souhaité vraiment différencier un mode étendu qui sera plus à usage interne et un mode synthèse qui va être plus à destination des utilisateurs finaux, qui soient internes ou clients. Autre nouveauté, la notification SMS vocale. Actuellement, dans le produit, on a la possibilité, moyennant une option, d'avoir de la notification par SMS classique. Donc, en cas d'alerte, un SMS est envoyé avec le contenu de l'alerte à un ou plusieurs contacts définis, exactement comme pour les autres formes de notification. On a rajouté à partir de cette version l'arrivée de la notification SMS vocale. Ça s'appuie sur la même tarification et le même package que l'option SMS historique. Donc ceux qui ont une option SMS
qui est valorisé ou en tout cas contractualisé, bascule automatiquement vers, en plus du SMS qui bien sûr est conservé, vers cette nouvelle possibilité de notification, c'est-à-dire pouvoir utiliser la notification vocale en complément ou en remplacement de la notification SMS. Un envoi de notification SMS vocale compte pour un SMS, donc c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de distinction dans le fonctionnement en termes de comptabilisation. Comment ça se comporte? Eh bien, à l'envoi d'un SMS en mode vocal, le SMS du coup va être traité par un robot qui va effectuer un appel auprès du numéro de téléphone cible. L'appel va être automatisé, l'utilisateur, le contact en tout cas, décroche un message élu, et le message qui est lu, c'est le contenu de la notification qui aurait été envoyée par SMS. Donc quel est le cas d'usage principal? Le cas d'usage principal, bien entendu, le but, sauf si vous voulez rendre vos équipes aliénées, le but n'est pas d'envoyer ça pour toutes vos alertes, sur toutes vos notifications, c'est très 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 invasif. Par contre, c'est particulièrement pertinent dans le cas où vous souhaitez notifier sur des actions, par exemple, d'astreinte très interruptives qui doivent être traitées sans délai. Donc d'un périmètre très critique pour lesquels vous avez peur que le SMS ne suffise pas. Je suis dans l'exemple de l'astreinte, typiquement l'astreinte de nuit. Là, on est sur un événement qui doit normalement réveiller, en pratique c'est ça, qui doit réveiller la personne d'astreinte. SMS ne réveille pas toujours. Un appel a l'avantage de pouvoir réveiller un petit peu plus. Enfin, l'avantage, ça dépend de quel côté on se place. En tout cas, l'opportunité de réveiller plus facilement la personne. Donc c'est principalement ce cas d'usage-là qu'on va pousser. Il peut y avoir également d'autres cas. Globalement, la chose à retenir, c'est que cette fonctionnalité-là doit être, à mon sens, on verra après sur l'expérience de chaque client, mais à mon sens, doit vraiment être restreinte aux cas les plus critiques, pour les raisons d'interruption et de pollution évoquées avant. Si le téléphone sonne toutes les 5 secondes parce qu'il y a des alertes, à un moment déjà on décroche plus, puis ça rend fou. Donc il est vraiment important de garder ça en tête, mais c'est une possibilité très intéressante pour tous les points de contrôle critiques. D'autres améliorations sur l'application. Sur la création des services utilisateurs, on a revu les champs de dépendance qui étaient un petit peu datés, qui avaient quelques inconvénients, le premier étant la performance. Quand vous aviez des très grandes listes, même si la base de données derrière carburait, il n'y avait pas de problème, on avait un souci pour afficher d'énormes listes dans le navigateur, selon la puissance des navigateurs et des postes de travail des utilisateurs, sur des très 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 grosses listes de plusieurs dizaines de milliers d'éléments. On en a. Ça a posé quelques problèmes. Donc on a fait une optimisation déjà liée à cette performance, et on en a profité pour simplifier aussi un cas d'usage qui était: j'ai une liste conséquente de dépendances, et au sein de cette liste, je veux supprimer une valeur. Actuellement, on était obligé soit de scroller toute la liste, soit de se rappeler de la valeur qu'on veut supprimer, de taper les caractères pour que ça filtre la liste et aller la décocher. En fonction du nombre de dépendances, ça peut être un peu fastidieux, donc on a simplifié la liste en ne proposant pas par défaut la liste entière, qui dans un contexte de prod est de toute façon illisible parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments, et en imposant même la saisie d'au moins 2 caractères, qui permet de filtrer, par exemple ici avec test, qui permet de filtrer sur les éléments comportant les caractères saisis. Donc ensuite, on va pouvoir sélectionner comme avant les éléments, il n'y a plus besoin de les cocher sur le côté, et ces éléments-là vont être rajoutés directement dans le champ, ce qui va nous permettre soit de les supprimer un par un, soit de vider totalement le champ si on souhaite le remettre à zéro. Et on a donc un contrôle beaucoup plus fin et beaucoup plus actuel en termes d'interface sur les informations liées aux dépendances. C'est quelque chose qu'on tend à généraliser dans le produit petit à petit. Il y a encore quelques listes qui sont, je pense notamment à la map, qui peuvent être impactées par ce type de choses. Voilà. Autre amélioration, vous avez remarqué pour les utilisateurs de notre plateforme Azure SaaS, qui est la première à avoir été montée de version hier, suite aux problématiques qu'ont rencontré l'hébergeur OVH sur notre seconde plateforme SaaS. On a été obligé de décaler la montée de version. Donc certains utilisateurs le voient déjà, ont déjà la 4.9 et ont déjà vu ce bandeau. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de lectures déjà ce matin, donc c'est une bonne chose. Ce bandeau d'actualité, il se présente, on va le voir, avec une petite zone de notification à droite à côté de votre bouton de déconnexion, et va être un canal très important pour l'équipe produit, donc moi le premier, pour passer des informations diverses qui peuvent être des informations
purement produit, les nouvelles release notes, les webinaires, comme on fait aujourd'hui, des annonces vraiment liées au produit. Je vais m'en servir également pour proposer des idées, des éléments de roadmap sur lesquels je m'interroge en termes de design, des propositions, et avoir, parce que vous allez le voir, on peut laisser des feedbacks et des avis très rapidement dessus, et avoir de temps en temps des remontées comme ça de la base client sur des propositions d'évolution, sur des éléments sur lesquels l'équipe est en train de réfléchir pour avoir un petit peu la température et savoir si c'est quelque chose qui vous semble pertinent ou pas du tout. Ça vous donne aussi la possibilité de laisser un commentaire. Donc c'est quelque chose qui rajoute un canal de communication vers notre base installée, ce qui était, à mon sens, quelque chose de très important, puisqu'on a, ça va dans la continuité aussi du groupe LinkedIn de communauté, dans lequel on a maintenant plus d'une 50aine de membres. Je vous encourage, si vous n'y êtes pas déjà, à le rejoindre. Il y a dans la présentation, à la fin, il y a le lien, une petite slide sur le sujet qui est récurrente. Donc c'est dans le même sens. Le but, c'est d'avoir de plus en plus de passerelles. Il était prévu, ça va se décaler un petit peu pour des raisons évidentes, d'avoir un club utilisateur, donc des journées sur site, pour que j'ai le plaisir de vous rencontrer tous, faire intervenir également des interlocuteurs chez nous, des consultants, des développeurs, pour vous parler du produit de manière très large et faire des ateliers de travail avec vous. Donc c'est pas quelque chose qui va être annulé, c'est quelque chose qui pour l'instant est reporté, mais qui aura lieu. Et ça s'inscrit exactement dans la même stratégie. Parce qu'un produit ne se construit pas sans ses utilisateurs. Donc des publications régulières autour du produit et également des publications autour des informations liées à la maintenance. Par exemple, quand on constate suite à une montée de version qu'on a un bug connu qui est passé entre les mailles du filet, sur lesquels on est en train de préparer un patch dans les heures ou les jours à venir, on peut communiquer là-dessus, ça évite d'avoir trop de support. C'est exactement la logique de status patch que je vous donnais juste avant sur la météo des services. C'est une autre façon de tenir informés ses utilisateurs, de passer par ce biais-là. Donc en pratique, comment ça se comporte, où est-ce que ça se trouve? Et bien directement au niveau de l'interface, à tout moment en haut, vous avez une petite zone de notification avec un chiffre correspondant au nombre de notifications non lues. Vous cliquez, vous avez un bandeau qui va vous indiquer un certain nombre d'informations avec des annonces classées par date. Vous avez la possibilité de laisser un feedback avec le smiley, vous avez la possibilité de laisser un commentaire directement dans une zone de texte. Il n'y a pas de publication des commentaires, il n'y a pas c'est pas dans un mode de réseau social où on va avoir une liste de commentaires sur la publication ou en mode LinkedIn avec tout le monde qui commente et des likes, etc. Là, c'est du canal simple, c'est utilisateur vers équipe ServiceNav, donc vous ne verrez pas les commentaires des autres utilisateurs, vous ne verrez même pas les vôtres. Ça vous permet simplement de donner un avis spontané et un feedback spontané sur une publication et nous, derrière, ça va nous aider beaucoup à analyser la portée de chaque publication, le ressenti à chaud, etc. Donc, ce n'est pas un bug si votre commentaire n'apparaît pas en dessous. Nouvelles icônes sur les services utilisateurs, donc ça c'est arrivé en 4.8, il y a eu des petits ajustements très subtils en 4.9 au niveau des contrastes de gris, que je n'ai pas commenté particulièrement parce que ça tient vraiment du détail, certains l'auront peut-être remarqué, les plus observateurs. L'idée c'était quoi? Tout simplement, on avait des icônes qui avaient plus d'une dizaine d'années, qui commençaient à être un petit peu vieillissantes. On a un produit qui est de plus en plus sur un design flat, que ce soit sur les pastilles de statut, que ce soit sur les menus, sur l'ensemble ou la quasi-totalité des icônes utilisées dans le produit. Et on avait ces icônes-là qui étaient dans un look and feel assez ancien, avec de la 3D, avec de l'ombre. Bon, c'est une réflexion interne de rebranding là-dessus, enfin, en tout cas de redesign sur ce sujet-là. Qui a donné lieu à de nouvelles icônes qui apparaissent pour l'instant partout, sauf sur les rapports, qui sont également en train d'être vus, qui apparaissent partout dans l'application, en tout cas dans les interfaces, que ce soit sur la fiche détail des services utilisateurs, sur la météo des services et sur le widget service utilisateur, bien sûr, que vous avez vu juste avant. Les nouveautés maintenant sur la partie modèle de service. La principale nouveauté, c'est le Global Plugin Execution. Donc, c'est un modèle de service qui est assez générique, pour le coup, c'est même un des plus génériques, qui va répondre à un cas récurrent, en particulier dans un contexte MSP, où vous pouvez être amené à intégrer des parcs clients qui auraient potentiellement eu d'autres solutions de supervision sur lesquelles ils auraient développé leur propre plugin. Actuellement, il peut être complexe de récupérer parce qu'il y a de la réingénierie à faire, ça peut même nécessiter du développement à notre niveau.
surtout quand les plugins sont très spécifiques. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est vous proposer un container qui va vous permettre d'une manière très simplifiée et en apportant un certain nombre de garanties de sécurité pour nous aussi, d'intégrer vos propres plugins dans ServiceNav sans avoir à faire du redéveloppement. Donc ça va encapsuler vos plugins avec bien sûr un certain nombre de règles à respecter. J'ai mis un lien en dessous vers la documentation, avec certaines règles à respecter dans le code du plugin, dans les éléments renvoyés, la manière dont ils sont renvoyés. Mais ensuite, c'est relativement souple pour appeler des plugins existants en passant des arguments issus de la supervision, notamment ici dans la capture d'écran, le host adresse, un argument lié à la communauté, par exemple sur un check SMLTV2, avec un seuil critique et un seuil warning. Un exemple très classique. Ce point-là, si vous souhaitez l'approfondir, j'ai mis en dessous le lien vers la documentation. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher du consultant qui vous suit dans le cadre du SDM, si vous en avez un, sinon du support, sur de l'aide à l'usage sur le sujet pour faire le premier ensemble. Et derrière, il peut y avoir vraiment de nombreux cas d'usage où ça peut vous faire gagner du temps, comme je disais, principalement dans l'intégration de parcs ou de nouveaux clients qui auraient beaucoup de spécifiques, avec des comportements, enfin des plugins qui auraient un comportement très métier que vous ne retrouveriez pas dans le catalogue ServiceNav, puisque très spécifique. Là, c'est vraiment une porte intéressante pour faire entrer ces plugins-là en supervision sans avoir de grosses charges de développement et d'ajustement derrière. Des nouveaux modèles de service également sur les technos suivantes, un gros lot de modèles de service sur MongoDB, c'est quelque chose qui est en train, c'est une techno qui est en train de bien monter aussi, qui peut en intéresser plus d'un. Sur Apache, on avait déjà des éléments, on en a ajouté. Azure également, l'évolution de modèle sur notre proposition Azure, ça va encore se renforcer. C'est vraiment un axe Azure, je vous en avais déjà parlé, sur lesquels on se renforce de plus en plus. Du HP, du Vim et du SolarWinds sur la partie backup. Donc pour rappel, tous ces plugins ainsi que le détail, j'ai changé un petit peu le format, passé moins de temps à détailler chaque modèle de service, parce que finalement le catalogue est assez verbeux déjà sur ce que fait chaque modèle. Je pense que l'important, c'est d'avoir conscience des technos qu'on supervise, soit en évolution, soit en nouveauté. Et si vous êtes concerné par ces technos-là, le catalogue sera le plus exhaustif que je ne pourrai jamais être sur ce que fait chaque point de contrôle, la manière dont il se configure. Donc le catalogue est à jour, il est disponible sur notre site à l'URL habituelle, pour le mode docs et pour le mode agent. Un rappel sur la communauté également, je vous en parlais tout à l'heure, la communauté LinkedIn qui est toujours présente avec de plus en plus de membres. Communauté que j'anime personnellement, sur laquelle il y a de temps en temps des interventions également d'autres collaborateurs, qui permet d'avoir des actualités qu'on n'aurait pas forcément communiquées par mail, puisque pas assez on va dire grosses, et puis on ne peut pas spammer de mails à 5 mails par semaine, donc il y a certaines actualités qu'on va plutôt rediriger sur ce canal. Quelques exclus aussi sur les développements en cours, de temps en temps je publie des éléments un peu à chaud sur lesquels nos développeurs travaillent, ça permet de prendre la température, d'avoir des retours, des premiers retours, et des publications un petit peu plus larges sur l'actualité autour du produit, les événements services. Et un espace d'échange, encore en plus, comme pourrait être Dimmer, et qui me permet de capter un maximum de retours en dehors des canaux habituels d'assistance qui sont plutôt réservés pour l'aide à l'usage et le bug.